Voilà. Ok, bonjour à tous. Merci aux collègues du réseau R4 de m'inviter à présenter. Donc, je suis Margot Julier, je suis maîtresse de conférence dans l'équipe Robios de l'Institut Véprim. Et je vais essayer de vous parler un peu des enjeux qu'il y a aujourd'hui en téléopération haptique, un petit peu en conception, un petit peu en contrôle, et pour après parler de ce que je pense être une bonne stratégie pour la robotique collaborative des années futures, qui est d'aller vers un partage de l'activité entre les humains et les robots, et avec ce focus sur la téléopération. Donc c'est plus une discussion qu'une présentation précise d'un projet scientifique, donc n'hésitez pas à m'interrompre. L'idée, c'est vraiment d'échanger là-dessus. Alors, j'ai fait le partage. Ah oui, pardon. Donc aujourd'hui, si on regarde un peu un état de l'art de la robotique de ces 10-15 dernières années, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des robots qui sont capables de grandes compétences sensorimotrices, notamment en termes de mobilité. Donc là, évidemment, j'ai mis une photo d'Atlas, mais aussi avec des plateformes mobiles, des robots quadrupèdes, on a des robots capables de se déplacer dans des environnements assez complexes. Les robots ont des capacités en manipulation assez impressionnantes. Donc, je mets cette photo qui est de la main de Robios, donc, qui est développée au laboratoire, qui est une main dextre à 12 degrés de liberté, et donc, qui permet de faire des manipulations fines avec une dextérité, une précision assez proche de l'humain, et avec une capacité à ressentir les efforts d'interaction avec l'objet manipulé. Et bien sûr, on a développé de nombreux capteurs et capacités de perception de nos robots, avec aussi des algorithmes qui permettent d'utiliser ces données pour extraire et mieux comprendre l'environnement. Et donc, finalement, si je prends toutes ces capacités en mobilité, en manipulation, en perception, je me dis que aujourd'hui, effectivement, le robot collaboratif devrait être en mesure d'assister l'humain. Donc là, je vais peut-être un peu enfoncer une porte ouverte, mais évidemment, la robotique de demain, c'est un robot assistant qui apporte de la force, de l'endurance, un petit peu de précision et du confort à l'opérateur, mais en conservant son expertise et sa flexibilité et sa capacité à prendre des décisions. Et les grands domaines d'application, nous, on s'intéresse surtout dans l'équipe Robios au domaine industriel, euh, donc avec l'impact de la robotique collaborative dans le domaine industriel, mais on a aussi quelques projets en robotique sous-marine, en agriculture, etc., etc. Et donc, bien sûr, il y a aussi le domaine de la santé, qui est un domaine un peu particulier à cause des normes et contraintes médicales. Pourtant, si je regarde un peu aujourd'hui où est-ce qu'on se place et quel est le niveau de collaboration humain-robot qu'on trouve, par exemple, dans une entreprise, dans l'industrie, on se rend compte qu'on, sur ce schéma-là de niveau de collaboration, bon, au départ, dans les années 80-90, l'ère de l'automation où on a construit des grandes chaînes de production robotisées. Donc, on avait des robots dans des cellules fermées, capables de faire des tâches très simples et de manière répétitive. Donc, bon, c'était les robots industriels d'autrefois, entre guillemets. Et avec le robot collaboratif, donc en dotant le robot d'une certaine capacité de perception, on a atteint un petit peu ces deux niveaux de coexistence et de synchronisation. C'est-à-dire que le robot et l'humain peuvent partager un espace commun, mais finalement, ce partage de l'espace, on l'utilise soit en faisant ralentir ou en arrêtant le robot quand l'opérateur s'approche, soit en faisant une tâche sur le même objet, mais de manière complètement dissociée et complètement séquentielle. Et donc finalement, aujourd'hui, on est toujours un peu coincé dans ces niveaux de collaboration entre l'homme et le robot. Donc de tâches très simples et distinctes, avec assez peu d'interactions. Et c'est un petit peu dommage, puisque, en tout cas, pour moi, la robotique du futur devrait aller vers ces vrais niveaux de collaboration, de coopération, où finalement, l'opérateur et le robot sont capables de faire des tâches de manière simultanée sur le même objet, dans un espace partagé, avec éventuellement des interactions physiques. Les deux opèrent exactement le même objet en même temps.
Et donc, du coup, je me suis un peu posé la question de pourquoi aujourd'hui on reste un petit peu coincé dans ce niveau de collaboration qui n'est pas réellement une collaboration. Aujourd'hui, le robot collaboratif, aussi de par la norme, est un robot qui doit être un robot un robot safe, un robot sécurisé, mais sans réelle interaction entre l'humain et le robot. Et donc pour essayer de comprendre ça, j'aime bien prendre deux exemples. Donc d'abord, qui sont un peu sur le spectre des modes d'interaction entre l'homme et la machine. Donc d'abord, on a des interactions directes entre l'humain et le robot. Donc on a créé des cobots pour qu'ils puissent partager leur environnement avec l'opérateur, mais l'avantage de ces cobots, c'est qu'ils ont une capacité de perception avec des capteurs d'effort et des capteurs articulaires en couple, qui leur permettent de réagir de manière intelligente à ce qui se passe dans l'environnement. Ici, on a un exemple assez simple. Le robot maintient une tâche de position X, Y, Z au niveau de l'effecteur, et l'opérateur, donc ici Michael à Stanford, vient manipuler le robot, et en utilisant les capteurs de couple du robot, on est capable de rendre le robot complètement compliant, complètement souple dans la direction d'interaction. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, le robot est capable de prendre en charge la tâche, et pourtant, je suis capable de venir le pousser, de venir, par exemple, pour pouvoir accéder à une partie de l'espace de travail, je suis capable de venir le manipuler pour aller déplacer la charge qu'il porte, etc. Pour autant, dans cette application-là, la tâche et l'autorité sur la tâche, donc le pouvoir de décision est donné au robot. Et l'humain vient juste choisir la posture du robot, et donc il n'y a pas une réelle interaction, une réelle collaboration vis-à-vis de la tâche. De plus, ce type d'interaction directe entre l'humain et le robot nécessite un comportement qui soit complètement souple, un comportement souple et compliant du robot, en tout cas dans les directions d'interaction, qui peuvent entraîner des imprécisions au niveau de la tâche, et des imprécisions qui sont difficiles à compenser. Donc on voit ici l'intérêt de la perception, aussi de la redondance des robots collaboratifs, mais sans atteindre le niveau de collaboration qu'on souhaiterait obtenir. Si je regarde de l'autre côté du spectre, j'ai des interactions à distance. C'est un peu mon cœur de métier, donc c'est ce qui est la téléopération haptique. Donc l'idée là, c'est d'avoir une interaction entre l'humain et le robot qui soit réalisée par l'intermédiaire d'une interface de pilotage, donc l'interface haptique. Et donc finalement ici, on a ce couplage direct et complet entre les positions de l'outil du robot et les positions de la poignée d'interface haptique, et les efforts d'interaction entre le robot et son environnement, et les efforts et les retours haptiques recréés au niveau de l'interface haptique. Donc là, c'est une interaction qui est complète, c'est un couplage direct entre le robot téléopéré et l'humain via cette interface haptique, donc qui est assez intéressante. Mais là encore, on se rend compte que la tâche, finalement, ici, elle est complètement donnée à l'opérateur. L'opérateur est responsable de toute la tâche. C'est lui qui prend toutes les décisions vis-à-vis de l'opération à réaliser. Et puis, on a ce couplage qui est fait à distance avec des problèmes de communication, de délai, des problèmes de bruit de mesure. Et donc, du coup, on peut avoir une certaine imprécision du retour d'effort qui crée une grande demande mentale et qui complique la réalisation de la tâche. Et donc, pourtant, ces deux applications étaient des applications assez avancées de ce qu'on peut faire aujourd'hui en collaboration homme-robot. Et donc, du coup, ça m'amène un peu à ces conclusions. Aujourd'hui, quand on regarde un peu la collaboration homme-robot, qu'elle soit à distance, qu'elle soit avec des contacts directs, cette collaboration est limitée à des actions très simples, enfin, plus ou moins simples, des actions plus ou moins simples, mais qui sont complètement dissociées. C'est-à-dire qu'on a un seul acteur, soit l'humain, soit le robot, qui est globalement décisionnaire dans la tâche et qui réalise l'opération. Et donc, on a assez peu d'interactions liées à la tâche. Il y a beaucoup d'interactions entre le robot et l'humain, comme dans le premier exemple, mais cette interaction n'est pas liée à la tâche. Ce n'est pas une interaction pour réaliser une action particulière. Et finalement, ça entraîne une charge cognitive assez importante pour l'opérateur humain, qui a du mal à comprendre ce que veut faire le robot, ou qui se retrouve dans un cas où il est obligé de tout piloter pour connaître et maîtriser la tâche. Et donc, du coup,
question de recherche, la question un peu centrale de mes travaux. Maintenant, c'est de se dire, est-ce que je peux repenser le schéma de contrôle des robotiques et en téléopération optique pour créer effectivement un partage de la tâche, un vrai partage de la tâche, une vraie collaboration entre l'humain et le robot. Et donc avec une notion d'autonomie partagée. Et donc du coup, où le robot et l'humain ont une certaine autonomie vis-à-vis de la tâche. Donc cette question de recherche, j'aime bien la positionner par rapport à l'architecture de contrôle robotique. Donc ça, c'est une architecture de contrôle assez générique, assez générale. Donc, mon robot interagit avec un environnement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a des robots qui ont de grandes compétences sensorimotrices. Donc, avec un bon contrôleur corps complet et des capacités de perception de l'environnement, le robot est capable de réaliser certaines tâches simples. Donc, ces tâches, j'ai l'habitude de les appeler des primitives de tâches. C'est-à-dire, mon robot est capable de marcher, capable de sauter, d'insérer un composant d'insérer des composants, de boucher et de visser un bouchon sur une bouteille, par exemple. Donc, toutes ces primitives, finalement, c'est des contrôleurs unifiés en force-mouvement dans l'espace opérationnel qui décrivent des sous-tâches que le robot est capable de réaliser. Que le robot est capable de réaliser en utilisant sa capacité de perception et en une extraction des éléments importants pour réaliser sa tâche dans l'environnement. Donc ça, finalement, c'est ces deux étages de perception et de contrôle constituent à peu près l'autonomie fonctionnelle du robot. Et moi, ce robot-là, je veux qu'il vienne interagir de manière concrète avec mon opérateur. Et donc, c'est là que je vois qu'il est bien plus intéressant de placer l'interaction homme-robot et la collaboration homme-robot au niveau de raisonnement et de planification de la tâche. Et donc, l'idée, c'est de permettre à l'opérateur d'échanger avec le robot via des interfaces de communication, qui peuvent être des interfaces haptiques, qui peuvent être des teach panels, des commandes auditives, des cases de réalité virtuelle, etc., etc. Et que le robot soit capable d'interpréter ces commandes de l'humain pour choisir et pour sélectionner les bonnes primitives d'action qu'il désire, qu'il doit réaliser. Et dans le sens inverse, que toutes ces capacités de perception du robot qui lui permettent de comprendre l'environnement soient retransmises à l'opérateur via des feedbacks qui soient intéressants et qui soient relatifs à la tâche. Donc, je vais vous parler, alors je vous dis un peu plus de téléopération haptique, parce que c'est mon cœur de métier. Et finalement, je vois deux grands intérêts à la téléopération haptique. D'une part, c'est une méthode de collaboration entre l'humain et le robot qui est très intéressante puisqu'elle permet de replacer l'opérateur dans une situation de confort, c'est une situation de confort biomécanique, ergonomique, pour réaliser sa tâche à distance. Donc, effectivement, que ce soit pour l'industrie, pour des activités sous-marines, etc., on voit tout de suite l'intérêt d'un point de vue sociétal de la téléopération haptique. Mais moi, d'un point de vue scientifique, c'est aussi une interaction entre l'humain et le robot, une collaboration entre l'humain et le robot qui est très intéressante puisque je maîtrise complètement toutes les informations, tous les flux d'informations qui sont échangés entre mon interface haptique et mon robot, et donc finalement entre mon opérateur et mon robot. Et donc du coup, on a une méthode d'interaction qui nous permet de maîtriser le partage de l'action et le partage des informations, de la perception entre le robot et l'interface haptique. Et donc du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de téléopération haptique et des grands enjeux de la téléopération haptique dans les années à venir. Donc, en haptique, on distingue trois grands domaines de recherche. Donc, d'abord, il y a tout ce qui touche à l'humain. L'haptique, c'est le sens du toucher. Donc, avant de pouvoir concevoir des interfaces haptiques qui soient efficaces et pouvoir réaliser des tâches en téléopération haptique, il est évident que la première tâche, c'est de bien comprendre le système sensorimoteur humain et de comprendre comment l'humain réagit à une certaine perception et quel est son modèle de prise de décision pour faire une action. On a aussi le domaine de ce qu'on appelle machine haptics, qui
est lié, qui est en fait le domaine de la mécatronique, de la conception d'interfaces haptiques. Donc, comment je vais créer un robot, une interface haptique et une interface homme-machine qui soit cohérente avec la tâche que je veux faire et avec la capacité de perception de l'humain. Et ensuite, il y a tout le domaine du contrôle et aussi de la simulation par des environnements virtuels ou de la réalité augmentée, donc ce qu'on appelle computer haptics. Et je vais essayer de vous parler un petit peu des challenges en tout cas de challenges que je traite dans ces trois domaines. Donc d'abord, moi, au départ, je suis mécanicienne. Donc mon premier domaine de recherche, ça a été la conception de systèmes mécatroniques. Et en fait, c'est quelque chose de très important pour la téléopération haptique, mais pour toute tâche robotique, puisque la plupart des tâches de manipulation impliquent une interaction avec l'environnement, une interaction, une maîtrise de la position et une maîtrise des forces d'interaction. Et cette maîtrise-là, elle est possible uniquement si on a bien conçu notre système, donc bien conçu notre robot et bien conçu notre interface de téléopération. Et l'interface de téléopération, finalement, c'est exactement le même enjeu, puisque c'est un robot qui va interagir, lui, avec l'humain, donc son environnement et l'humain, mais il doit être capable de maîtriser son interaction physique, les retours haptiques avec l'humain, de la même manière que le robot maîtrise ses interactions physiques avec son environnement. Et donc, du coup, la première chose que j'aimerais dire sur la conception, c'est pour tout robot, la conception doit être basée sur la tâche pour pouvoir atteindre un niveau de performance, le niveau de performance attendu. Donc ça paraît un petit peu logique, mais c'est quelque chose qu'on oublie souvent, malheureusement. On oublie un petit peu quand on conçoit des robots. Et finalement, qui nous amène à des systèmes qui ne sont pas complètement adaptés à ce qu'on souhaite faire. Je prends juste deux petits exemples pour illustrer un peu ce constat. Donc on a un projet au sein du laboratoire PEPRIM avec le DRASM, le département d'archéologie sous-marine, et le LIRM, qui est un projet qui s'appelle SIAN, qui vise à concevoir une main robotique marinisée pour des tâches d'exploration archéologique sous-marine. Et donc ce projet est un petit peu lié avec un autre projet que j'ai avec l'université Stanford, où j'ai fait mon postdoc, qui est le projet Ocean One, qui est ce robot sous-marin qui a été aussi conçu dans le cadre d'un partenariat avec le LIRM et le DRASM pour réaliser des opérations d'archéologie sous-marine. Donc on se rend bien compte que ça, c'est une application typique où la téléopération haptique est très intéressante. Je veux éviter que l'humain se retrouve à faire des tâches de maintenance ou des tâches d'archéologie ou d'exploration, etc., sous l'eau dans un environnement dangereux. Donc, je vais replacer l'opérateur à bord du bateau pour téléopérer et piloter à distance un robot sous-marin, ici par exemple Ocean One, avec différentes interfaces machines pour maîtriser son interaction. Donc, des interfaces haptiques, des systèmes de tracking du mouvement, des systèmes auditifs, des systèmes visuels. Et dans ce cas-là, dans ce contexte-là, nous, on cherchait, c'était le projet d'une thèse qui s'est finie il y a 2 ans, on cherchait à concevoir une main robotique. Et je trouve que les mains robotiques, c'est un très bon exemple de conception orientée tâche et de ce qu'on peut faire en conception. Et si on regarde un peu sur une échelle de la main la plus biomimétique que la main de Washington, là, qui est une main qui a été conçue vraiment pour essayer de reproduire au plus proche possible les muscles, les tendons et les articulations de la main humaine, à une main vraiment faite uniquement pour de la saisie adaptative. On se rend compte qu'on a toute une échelle de variation d'une main plus complexe, mais peut-être plus dextre, à une main qui permet uniquement de la saisie adaptative, mais avec une dextérité très, très limitée. Et je trouve que c'est intéressant de regarder un peu cette échelle-là, parce qu'on se rend compte que finalement, si on pense un petit peu à la tâche, on ne va peut-être pas aller vers des mains anthropomorphiques comme la main de Shadow, pour une main qui ne marche pas trop mal, mais qui a été conçue avec un système de tendons et de routage dans des gaines qui crée des problèmes de frottement et de non-linéarité, qui sont compliqués à gérer du point de vue de contrôle. Donc on va peut-être plutôt aller vers des mains comme la main de Robios, je fais la pub un peu de mon laboratoire, mais aussi comme la main Allegro, qui sont des mains qui sont moins anthropomorphes, mais qui sont plus orientées sur
avec un design qui permet effectivement de faire des manipulations fines et de maîtriser les efforts, surtout d'interaction avec le. Donc du coup, par rapport à cette échelle de complexité de main robotique, si je reviens sur le projet Enersion, la première question, c'était quelles sont les tâches que doit réaliser la main robotique de Sion. Et donc, il y a eu une première analyse d'analyse de la tâche, donc d'analyse du geste de l'archéologue. Donc, on se rend compte que la main doit être capable de faire des opérations de saisie assez simples, mais aussi d'être utilisée comme un outil, par exemple pour balayer le sable au-dessus d'un objet, ou doit être aussi capable de manipuler des outils. Pardon. Et donc, du coup, toutes ces exigences basées sur la tâche permettent de définir une cinématique optimale de la main avec ses espaces de travail et des capacités dynamiques et des capacités en effort de la main qui sont vraiment liées à cette tâche-là. Et donc, derrière, qui aboutissent vers un design qui n'est peut-être pas le design le plus anthropomorphe, et certainement pas le design auquel on aurait pensé sans penser à la tâche, mais qui a priori devrait permettre de réaliser le plus, devrait être le plus adapté à la tâche d'archéologie. Bon, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, la conception mécatronique, c'est vraiment peut-être la première brique à un système cobotique qui fonctionne. Et je voudrais dire 2-3 mots sur la conception mécatronique et ce que j'entends par une bonne conception, une bonne entre guillemets, démarche de conception mécatronique. Aujourd'hui, si on parle de mécatronique, on pense souvent en gros à tous les composants électromécaniques de notre système. Donc, on va avoir d'abord une sorte de concept de notre interface, de notre robot. Sur ce concept-là, on va poser une certaine cinématique. On va pouvoir calculer les modèles, la modélisation dynamique de notre système. On va essayer d'optimiser un petit peu cette architecture-là. On va choisir tous nos capteurs, tous nos dispositifs de contrôle et dimensionner globalement le système. Donc ça marche bien. Si je veux faire un robot en suivant un petit peu un robot collaboratif en suivant un petit peu cette démarche-là, ça marche bien, mais finalement, je me retrouve avec ce type de robot, donc avec un robot industriel assez classique. Parce qu'effectivement, j'ai une architecture qui me permet d'atteindre l'espace de travail que je souhaitais, j'ai des capacités dynamiques qui sont plutôt bonnes, mais ce que j'ai oublié dans cette conception-là, vraiment purement mécatronique, c'est un peu insisté lourdement, mais c'est la tâche. Si je pense maintenant à la tâche, je me rends compte que mon robot collaboratif, en fait, par principe, dans sa tâche, il doit interagir avec l'humain. Et donc, il a un certain nombre de performances désirées et de contraintes de sécurité et de perception de l'environnement qui font que je vais du coup modifier un petit peu cette architecture-là pour qu'il puisse effectivement interagir avec lui. Donc, si je fais ça, je me retrouve avec ce type de robot, par exemple, qui est le robot collaboratif de Stobli, qui est un robot qui est recouvert d'une peau sensorielle qui me permet, suivant la norme, d'être collaboratif, c'est-à-dire de s'arrêter au contact de l'humain, de ne pas baisser l'humain, etc. Mais là, en fait, ce que j'avais encore oublié, si tu m'arrêtes ici, ce qu'on a encore oublié dans notre conception mécatronique, on a bien une conception mécatronique basée sur la tâche, mais on a oublié de parler du contrôle. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans notre domaine, c'est d'essayer de penser un peu à la stratégie de contrôle et du coup à toutes les exigences qui vont être basées sur cette stratégie de contrôle et qui vont influer sur la conception mécatronique de mon robot. Donc, si je pense à la stratégie de contrôle, ce robot de Stobli, il est bien, mais il n'a pas de capteur de couple, par exemple, articulaire. Hein, et donc, du coup, c'est très difficile, avec ce type de robot, de maîtriser son interaction avec l'environnement. Et donc, du coup, si d'abord, je m'étais posé la question de quel type de stratégie de contrôle je voulais faire, si effectivement mon robot doit faire une tâche de polissage ou il maîtrise l'effort de polissage sur la pièce, je vais plutôt aller choisir un robot comme le robot de KUKA qui a des capteurs d'effort articulaire et qui est du coup sur lequel je suis capable de maîtriser, de piloter finement la force d'interaction dans l'espace opérationnel. Donc, du coup, j'insiste un peu, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de regarder un problème de conception mécatronique comme un problème de composants d'architecture mécanique, de composants de commande et d'électronique, mais
tout en considérant les objectifs de contrôle et les exigences liées à la tâche. J'ai juste un deuxième petit exemple, je vais aller un peu plus vite là-dessus, parce qu'on n'a pas une durée limitée, je suis un petit peu bavarde. Et donc, du coup, dans le schéma de l'opération haptique, là, j'ai été capable de concevoir a priori un robot qui fonctionne pas mal, une main robotique qui me permet de saisir des objets. Et maintenant, il faut que je fasse la même chose avec mon interface haptique. Et donc ici, comme pour un robot, la première brique d'une bonne interface haptique, c'est la conception mécatronique. Et une bonne interface haptique, vous disait Thomas Massie, qui est un peu le père de l'haptique, c'est une interface haptique qui nous permet de préserver l'illusion haptique. C'est-à-dire que quand je manipule mon robot à distance ou quand je manipule mon objet dans l'environnement virtuel, je dois complètement oublier mon interface haptique. Donc, du coup, tout l'espace libre doit être ressenti libre. Il faut que tous les objets, rigides ou moins rigides, soient ressentis de manière fidèle. Et il faut aussi que ces objets-là persistent. C'est-à-dire que les seuils de saturation de mes moteurs, par exemple, ne génèrent pas un objet rigide, donc un plan rigide qui devient d'un coup mou parce que j'ai saturé mes moteurs. Et donc ça, c'est une notion en haptique qu'on appelle la transparence haptique, donc différente de la transparence mécanique, qui veut dire que dans notre cas, dans le cas de l'haptique, c'est en espace libre, j'ai aucune contrainte et je ressens mon espace de manière complètement libre et la position de ma poignée est mesurée de manière suffisamment précise pour piloter mon robot à distance, ou mon avatar virtuel. Et j'ai une transparence au contact, c'est-à-dire que les ressentis haptiques sont fidèles, quelle que soit la raideur de l'environnement avec lequel j'interagis. Et donc, du coup, je peux garder un peu la même approche de conception mécatronique sur mon robot que sur la main robotique. C'est-à-dire que je vais d'abord avoir des composants de cinématique, d'actionnement de capteurs qui vont me permettre de vérifier cette transparence haptique, d'avoir une interface qui soit isotropique, avec qui ait des capacités isotropiques dynamiquement, qui a un certain espace de travail, une certaine précision, une certaine résolution en force et en mouvement. Mais si je regarde aussi un petit peu la tâche, là, je vais me rendre compte que mon robot, mon interface haptique, elle interagit avec l'humain. Et donc, il faut nécessairement qu'elle soit conçue en fonction de la raideur que l'humain est capable de percevoir, de la capacité en force et en mouvement de la main humaine, et en respectant un certain nombre de critères de safety et de critères économiques. Et enfin, j'ai tout ce qui est lié à l'approche de contrôle. Donc, ces interfaces haptiques sont pilotées en effort. Donc, évidemment, il faut que j'ai une mécanique suffisamment transparente, que j'ai suffisamment de capteurs pour pouvoir maîtriser ce contrôle en temps réel et avec des communications stables. Donc, si on regarde un peu la littérature sur les interfaces haptiques, il y a plein de types d'architecture et un peu comme sur les robots manipulateurs, on se retrouve avec des structures sérielles, des structures parallèles et des structures hybrides qui finalement sont celles qui proposent le meilleur compromis entre transparence et capacité en effort pour les interfaces haptiques. Et ça nous a amené à développer deux interfaces haptiques basées sur une architecture un peu originale qui est une architecture parallèle couplée. Donc ça, c'est la première interface que j'ai développée pendant mes travaux de thèse, le Delta Haptic. Donc l'idée, c'est de venir coupler en parallèle deux interfaces parallèles, ici deux robots Delta, à la poignée pour générer à la fois les mouvements de translation et les mouvements de rotation de l'effecteur du robot. Donc là, on a une interface réalisée. Donc là, c'est une interface à large espace de travail sur lequel un mouvement synchrone, un mouvement synchrone des deux robots crée la translation de l'interface et un mouvement relatif entre les deux robots Delta crée la rotation avec une vis à vis à l'intérieur de la poignée. Et pendant mon postdoc, j'ai conçu la version compacte de cette interface et un petit peu plus human-friendly, donc avec parce que cette première structure était imposante, on avait la main au milieu du robot. Et donc du coup, toujours le même principe, on a deux robots parallèles, coupés en parallèle à la poignée, et donc ici avec un robot Delta qui est renversé et un robot Delta à 4 degrés de liberté, uniquement deux jambes. Et on se retrouve avec les 6 degrés de mobilité et les 6 degrés d'actionnement pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu polyvalent, donc pouvoir piloter un mouvement dans un certain espace de travail, donc en position rotation, et avoir un ressenti des forces en translation et en rotation.
Donc, bon, là, je vais aller assez vite là-dessus parce que ça fait déjà une demi-heure que je discute. Mais donc bien évidemment, cette architecture-là, avant de l'optimiser et avant même de la valider, il y a toute une étape de modélisation cinématique. Et je trouve que ces robots architecture parallèle couplée sont très intéressants parce que leurs modèles cinématiques et leurs modèles dynamiques sont faciles à calculer et peuvent avoir une solution analytique. Donc ici, on se rend compte qu'en fait, la matrice jacobienne de ce robot-là, c'est uniquement une matrice jacobienne, la matrice jacobienne des deux robots delta et la matrice jacobienne des deux architectures de couplage, JC1 et JC2. Et de la même manière, sur la dynamique, la modélisation dynamique de ce robot-là, si on utilise la théorie de l'objet augmenté, on sait qu'un robot parallèle, son modèle dynamique va s'écrire comme le modèle dynamique de la plateforme plus le modèle dynamique de chaque jambe. Et donc ici, on a ce modèle-là pour chaque robot delta. Et ensuite, on se rend compte que les deux robots delta étant couplés en parallèle à la poignée, on se retrouve avec un modèle dynamique global qui est la somme des modèles dynamiques de la poignée et des deux robots delta. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr, toutes ces architectures mécaniques, mécatroniques doivent être optimisées. Donc ici, on a optimisé avec tout un nombre de contraintes qui sont des contraintes qui viennent de la tâche, qui viennent des objectifs de contrôle, et on vient optimiser notre structure cinématique et notre actionnement pour une certaine tâche qui va être une tâche optimale. Donc ici, je me suis basée sur une tâche de polissage, qui est une tâche pour laquelle j'ai un mouvement assez dynamique, avec notamment des rotations importantes de l'outil, et en même temps un ressenti en effort qui doit être assez important et dans toutes les directions. Et donc là, c'est un petit point sur la dernière interface qu'on a conçue. Donc toutes ces contraintes-là, finalement, elles nous amènent aussi à choisir des composants qui soient adaptés. Donc, du coup, ici sur le gimbal, donc bien sûr avec qui nous permet d'avoir les axes de rotation concurrents au niveau de la poignée. Un des principes de cette architecture-là est que du coup, la position relative des robots delta génère la rotation. Pour générer la rotation propre de la poignée, on est obligé de mettre une vis à billes à l'intérieur de la poignée, donc, qui va transformer ce mouvement de translation en mouvement de rotation. Donc ça, c'est un composant un petit peu original qui pose pas mal de problèmes de conception, puisque l'interface soit complètement transparente et que le système soit complètement réversible, on est obligé de concevoir une vis à billes avec un pas assez important. Donc, du coup, c'est un usinage un petit peu rigolo d'un écrou en 3 parties. Et donc, du coup, on ajoute aussi des capacités de saisie à notre interface API, puisque là, dans notre cas, on veut saisir des objets, par exemple, dans des applications d'archéologie sous-marine. Et on a bien sûr besoin d'un actionnement qui soit transparent pour pouvoir générer effectivement le retour haptique en fonction de la consigne de couple envoyée au moteur. Donc, je vais aller un peu vite à travers ces problématiques de conception, mais l'idée ici, c'est vraiment pour avant même de pouvoir faire du contrôle en téléopération haptique, la première chose, c'est de venir concevoir, de venir choisir correctement mon robot pour la tâche désirée et mon interface haptique pour la tâche désirée. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de contrôle haptique, côté computer haptics. Et essayer de parler un peu des enjeux de la téléopération haptique du point de vue du contrôle. Aujourd'hui, si je prends ce schéma de téléopération haptique, mon humain manipule une interface haptique et je mesure la position de cette interface que j'envoie en consigne au robot pour réaliser sa tâche. Je mesure à l'aide de capteurs au niveau du robot l'interaction entre le robot et l'environnement de la tâche. Et cette force mesurée, ces efforts d'interaction mesurés sont retransmis à l'humain via l'interface haptique, via un retour haptique. Et donc finalement, si je regarde un peu tous les contrôleurs aujourd'hui dans la littérature, ce sont des contrôleurs qui sont basés sur une boucle de feedback globale en force-position ou en force-vitesse. Et donc l'idée, c'est qu'on vient échanger dans un sens une position ou une vitesse et dans l'autre sens une force, et on vient réguler au niveau du robot, au niveau de l'interface haptique, ces positions et cette force de contrôle.
Donc, c'est ce qu'on appelle un contrôleur bilatéral, qui peut être à 2 ou 4 canaux, peu importe, mais finalement, on se rend compte avec ce type d'architecture, qu'on a un couplage direct, donc on a bien une interaction humain-robot qui est maîtrisée. Le problème, c'est qu'au niveau du robot, j'ai des bruits de capteurs, donc des bruits de mesure, et donc du coup, ces bruits de mesure vont être transmis en consigne de l'interface haptique, qui va générer de l'instabilité. J'ai un certain nombre d'incertitudes dans l'environnement du robot. De la même manière, au niveau de l'interface haptique, déjà un humain qui télopère l'interface, et l'humain, c'est une perturbation inconnue, et aussi une réaction inconnue aux efforts, et je vais avoir des imprécisions au niveau de la dynamique de l'interface haptique. Ajouter à cela l'échange des données de force et de position avec une boucle de communication qui peut avoir des problèmes de délai de communication. Par exemple, dans l'application sous-marine, j'ai un délai important de communication entre le robot qui est dans l'eau et l'humain qui est sur le bateau. Et j'ai des problèmes de colocation, d'échange de données de puissance, donc de données de force et de vitesse, qui créent des gros problèmes de stabilité, qui est le problème le plus important de la téléopération haptique. Et donc notre idée, donc ça c'est un projet que j'ai fait pendant mon postdoc avec Mickaël à Stanford. Notre idée, c'était de se dire, puisqu'on a des problèmes de stabilité dans ce type de boucle de régulation fermée, est-ce qu'on ne peut pas couper la boucle en deux et de se dire qu'on a finalement un robot avec une boucle locale qui tourne à une fréquence importante, et une interface haptique avec une boucle locale qui tourne à une fréquence importante, qui sont deux robots complètement indépendants, entre guillemets, qui ont leur propre contrôleur et qui sont des contrôleurs qui sont réglés pour être stables chacun de leur côté. Et une fois que j'ai fait ça, ma question, c'est comment je recrée un ressenti haptique et comment je vais générer les bonnes consignes au niveau du robot. Et donc là, plutôt que lier directement les deux robots en leur envoyant des données de force et de vitesse, qui sont des données de puissance qui peuvent créer de l'instabilité dans le système, je vais avoir une sorte de contrôleur intelligent entre les deux qui, lui, va envoyer des consignes avec une fréquence moins importante que la fréquence de la communication finalement, donc qui est aussi adaptée à des communications, par exemple dans l'espace ou des communications sous-marines, et qui vient en fait, plutôt que échanger uniquement les données d'entrée de mon robot, qui vient calculer des données d'entrée qui soient sécurisées, qui soient stables, donc des données de position des deux côtés, et qui paramétrise en fait les deux contrôleurs en fonction de la tâche visée et de la tâche souhaitée. Et donc, finalement, c'est ce module-là qu'on a travaillé, qu'on a appelé un modèle de proxy, de double proxy. Donc l'idée, c'est que plutôt qu'envoyer des consignes de force pour générer le retour haptique, on va utiliser juste des simples consignes de position qui elles, sont stables au sens de Lyapunov, qui permettent de garder de conserver la passivité du système, et de faire en sorte que ces consignes de position génèrent et reproduisent une interaction localement au niveau du robot et localement au niveau de l'interface haptique. Donc si je regarde un petit exemple et alors là, pardon, un des avantages du coup de ce proxy, de cette boîte un peu intelligente entre le robot et le contrôleur, c'est qu'on peut la moduler en fonction de la tâche et en fonction de ce qu'on cherche à faire. Donc nous, on l'a appliqué dans un cas où, assez simple, où on téléopère un robot, par exemple en cas avec une interface de force dimension, Oméga 7. Et l'idée, c'est de se dire que mon robot, il a une petite autonomie locale, il est capable avec un filtre à particules bien réglé, il est capable d'identifier un contact avec l'environnement et de trouver la normale au contact. Donc en gros, le robot, quand il interagit, quand il est piloté en position, si jamais il se retrouve au contact avec l'environnement, il est capable de repérer ce contact-là et il est capable d'identifier quel est l'espace libre et quel est l'espace contraint de sa tâche. Donc quelles sont les matrices de sélection de mon contrôleur en force mouvement unifié. Donc ça, c'est une donnée d'entrée de mon contrôleur de robot. Donc sur mon contrôleur de robot, j'ai
j'ai un contrôleur en boucle fermée, en mouvement force, qui me permet d'être complètement autonome. Et de l'autre côté, sur mon interface haptique, j'ai un contrôleur de force qui permet d'être autonome pour générer le retour haptique et compenser sa propre gravité. Et en utilisant cette donnée qui me permet finalement, qui vient de l'estimation de l'environnement, je peux prendre les données échangées entre l'interface haptique et le robot, qui sont en fait la position de l'interface haptique et la position du robot et l'espace de contact. Et je vais pouvoir, du coup, faire un mapping entre ces positions de proxy, donc qui sont les positions de son collègue, donc de l'interface haptique ou du robot, projeter ce proxy en fonction de l'environnement contraint et de l'environnement libre, et derrière, générer des consignes en position et en force qui soient cohérentes avec l'interaction de la tâche, cohérentes avec le robot et l'interface haptique, et qui soient derrière interpolées et vérifient un certain nombre de contraintes de sécurité. Donc, je suis allée peut-être un peu vite là-dessus, je sais que c'était assez clair, mais l'idée, c'est qu'en fait, en séparant ma boucle globale en deux contrôleurs, un contrôleur du robot qui est indépendant et un contrôleur de l'interface haptique qui est indépendant. Mon schéma, initialement, ma boucle globale d'interaction de téléopération bilatérale est remplacée en fait, par un simple échange d'informations avec une fréquence basse et dans laquelle je peux mettre un petit peu d'intelligence. Et ça, c'est hyper intéressant pour créer une réelle collaboration entre le robot et l'humain, donc ici entre le robot et l'interface haptique, puisque ça me permet de mettre un petit peu d'intelligence au niveau des consignes et donner plus d'autonomie au robot et à l'humain. Donc là, juste un petit exemple de l'avantage de séparer le contrôleur bilatéral en deux contrôleurs indépendants. Donc, on a un projet avec l'INRIA et avec une qui s'appelle FarmCube qui vise à de la culture en ultraponie, donc de la culture dans un cube fermé pour laquelle les nutriments et l'eau est projetée par ultrasons sur les racines. Et donc, dans cette culture-là, on veut bien sûr pouvoir téléopérer le robot pour venir faire les opérations d'entretien entre guillemets des plantes. Et donc, je peux imaginer que en faisant une simple démonstration de la tâche par rapport à un ouvrier agricole, venir identifier un certain nombre de compétences, de primitifs de mouvement et de primitifs de force qui soient liés à la tâche, donc par exemple à cette tâche d'éclaircir des pieds de carottes, par exemple. Cette modélisation de la tâche me permet de donner des fonctions autonomes du robot, donc qui va être la fonction saisir la tige de carotte à éclaircir, tirer sur la tige, etc., etc. Et une fois que j'ai modélisé toutes ces primitives de tâches, je vais pouvoir dissocier la partie autonomie du robot, donc mettre dans le contrôleur interne du robot ces primitifs qu'il va faire de manière complètement autonome. Peut-être que le robot gère de manière complètement autonome la saisie, et l'associer à une certaine expertise de l'humain, donc avec une certaine consigne venant du contrôleur de l'interface. Et donc, du coup, ça permet de distribuer réellement la tâche, de faire vraiment un réel partage de la tâche entre le robot et l'interface haptique, sans créer d'instabilité dans la boucle, et en ayant ces deux robots qui fonctionnent de manière autonome et avec un échange d'informations à plus haut niveau. Et donc ça, c'est une idée que je vais commencer aussi à explorer dans une ANR, donc encore avec l'équipe Octus et avec le CERCA, qui est un centre de recherche en cognition avancée de Poitiers, où l'idée, c'est de se dire, maintenant que je suis capable de partager mon action entre l'humain et le robot avec ce type avec deux contrôleurs indépendants et un bloc central qui gère les consignes envoyées à l'un et à l'autre, il faut que je m'intéresse à la manière dont je vais partager l'action entre l'humain et le robot et la manière dont je vais rendre l'autonomie du robot à l'humain et la perception de la tâche à l'humain. Et donc, du coup, la boucle de perception-action qu'on avait vue au début sur un contrôleur qui est tout simple de perception, une perception transmise à l'opérateur et une action transmise de l'humain au robot. Maintenant, il faut que je la construise de manière un petit peu différente, puisque le robot, lui, a une certaine autonomie. L'humain continue d'envoyer des consignes. Il va falloir que je fusionne ces consignes en une action unifiée
et sécurisé du robot. Et de l'autre côté, le robot a une certaine perception de l'environnement, mais avec une certaine autonomie. Et il faut que je rende compte à l'opérateur à la fois de la perception de cet environnement et à la fois de l'autonomie. Et donc, du coup, c'est un projet qui commence tout juste. L'idée, c'est de venir créer cette perception et cette action partagée entre l'humain et le robot. Et tout ça en tenant compte, bien sûr, des capacités cognitives et des modèles de prise de décision de l'humain. Je vais essayer de finir parce que je m'étends un petit peu. Je suis désolée. Donc, j'avais parlé des 3 blocs, un bloc de commande, un bloc de conception mécatronique et enfin un bloc centré sur l'humain. Donc, oui, l'aptique, c'est d'abord le sens du toucher pour l'humain. Et donc, le sens du toucher, d'un point de vue sensorimoteur chez l'humain, c'est des capteurs au niveau des muscles, des récepteurs au niveau cutané qui permettent d'avoir un ressenti tactile, kinesthésique et haptique. Et donc, tout ça, ça a été très quantifié dans la littérature. On a une littérature assez dense sur la capacité de perception de l'humain et qui est assez intéressante et qui nous permettent de définir en fait des contraintes pour la conception du contrôle et pour la conception des dispositifs de ressenti haptique, donc avec des seuils de perception, des seuils de précision. Et pourtant, si je regarde une tâche assez simple, donc je mets cette tâche parce que c'est une tâche un peu rigolote. Si je veux faire de la peinture haptique, donc en pilotant 2 robots Franka avec 2 interfaces haptiques, j'y arrive finalement. J'ai un ressenti suffisamment propre pour être capable de sentir le toucher du pinceau sur la feuille, mais pourtant réaliser ce pauvre dessin d'un S de scène forme est très compliqué. On voit que je suis obligée de me pencher pour essayer de voir ce que je fais. Et en fait, j'ai une charge mentale qui est très importante parce que j'ai une téléopération complète de la tâche et j'ai un ressenti de toutes les données sensorielles de mon moteur. Et donc, du coup, le dernier axe de recherche sur lequel je travaille, qui est un petit peu en lien avec l'ANR dont je vous ai parlé, c'est d'essayer de fournir les bonnes données sensorielles à l'humain. Et pour ça, on travaille avec le CERCA. Et l'idée, c'est d'essayer d'étudier un petit peu de manière psychocognitive différents scénarios d'interaction, où j'ai une supervision de l'humain, où j'ai un contrôle complet via une interface éthique de l'humain, où j'ai un scénario avec des tâches partagées. De venir regarder différentes modalités de retour, donc des modalités visuelles, tactiles, haptiques, avec différents types de retours, donc, qui soient liés à l'assistance que me fournit le robot, qui soient liés à la tâche, ou qui soient liés à les informations de l'environnement, par exemple, et d'essayer de définir une sorte de modèle qui me permette de bien concevoir la manière dont je vais donner un retour multisensoriel à l'humain qui lui permette de coopérer effectivement et de comprendre son collaborateur robot. Et donc ça, c'est un projet qu'on fait avec le CERCA, mais qu'on fait aussi un petit peu avec le laboratoire commun MAC4 pour lequel on va aussi explorer des solutions en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Donc avec, par exemple, ici, des guides virtuels pour aider un opérateur à réaliser des tâches de perçage, etc. Et tout ça en se posant aussi la question de quel est le scénario d'interaction optimale entre un humain et un robot, et donc du coup essayer de comprendre un peu les mécanismes de coordination entre l'humain et le robot et les mécanismes de prise de décision cognitive. Voilà. Donc je vous ai dit beaucoup de choses. Je suis désolée, je suis un peu partie dans tous les sens, mais l'idée c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'aptique et dans le domaine de l'interaction homme-robot, qu'on a réussi à avancer suffisamment d'un point de vue contrôle et conception pour avoir des robots effectivement capables d'aider l'opérateur à réaliser certaines tâches, mais qu'il faut maintenant penser à la manière dont on va les contrôler pour effectivement partager l'action, partager la perception et avoir avoir une réelle collaboration entre les deux. Je vous écoute si vous avez des questions, des remarques. Merci beaucoup, Margot. Exposé très complet. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, écrivez dans le chat.
Une question naïve. Et- Dans ton dernier exemple pour la peinture, pour peindre avec un pinceau, Ouais. c'est quoi les pistes de modalité haptique pour le retour depuis Alors, que tu l'as montré, j'essaie de me rendre compte, mais en fait, ouais, alors donc là, dans cet exemple-là, pour l'instant, on a un retour haptique direct de l'effort d'interaction mesuré au niveau de l'effecteur du robot. Et l'idée de l'autonomie partagée, donc de cette action et perception partagée, c'est se dire que finalement, est-ce que le robot ne peut pas, de manière autonome, identifier, par exemple, le plan du tableau, entre guillemets, de la feuille, du coup, maintenir la bonne position et la bonne orientation du pinceau par rapport à cette feuille-là. Et dans ce cas-là, le retour d'effort que je dois redonner à l'opérateur, c'est le retour du pinceau sur la feuille, mais c'est aussi un retour qui maintient, qui me donne l'orientation qu'a choisi le robot et la position, le plan qui a été identifié par le robot. Et par exemple, l'espèce de vibration produite par le pinceau sur une toile, ouais. ça, c'est compris en fait dans... Ça, c'est effectivement mesuré par C'est le débile. capteur d'effort avec les problèmes de bruit du capteur d'effort. Mais là, sur cette application, on arrivait effectivement à plutôt bien ressentir la sensation des poils du pinceau sur le papier. Ah ouais. Okay. Après, on peut imaginer qu'on rajoute d'autres informations qui aide l'utilisateur à distance à identifier, je sais pas, la texture, par exemple, de son papier, etc. Donc ça, c'est un peu l'objet de ces travaux avec des chercheurs en sciences cognitives, c'est de comprendre un petit peu combien d'informations il faut donner à l'utilisateur pour qu'il comprenne bien la tâche et l'environnement distant, mais sans éclater sa charge cognitive. Et il y a pas mal de conclusions de la littérature là-dessus, sur le nombre de modalités à donner. On a Vincent qui a ouvert son micro aussi. Je m'entends en écho chez toi, je crois. Vincent. Vincent. Est-ce que tu m'entends, Vincent? Ok, alors désolé pour le clic, je mute parce qu'effectivement il y a un souci, je m'entendais en écho. Et oui, vas-y, tu peux écrire. En attendant, pour être sûr de bien comprendre le concept là de la vis à billes, l'idée c'est de désencombrer quand même l'appareil en fait haptique, c'est-à-dire que par rapport à mettre un moteur directement en dessous. Oui, alors le premier objectif, la première contrainte de cette conception, c'était d'avoir une interface complètement parallèle, d'avoir tous les moteurs basés sur le socle de l'interface, pour des raisons de poids et finalement de transparence dans l'espace libre. Et donc du coup, si on est obligé comme on est obligé de mettre tous les actionneurs au niveau du bâti, on est obligé d'avoir un système qui transmet les 6 degrés de liberté à la poignée sans mettre de moteur à l'intérieur de la poignée. Effectivement, il y aura quand même un moteur à l'intérieur de la poignée, un petit moteur pour réaliser le ressenti de la saisie, donc avec le petit gripper qui permet de saisir les objets. Oui, d'accord, ok. Je crois que j'ai résolu mon problème de micro. Ah oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, Vincent. Mais vas-y, finis ta question, Grégoire. Oui, non, c'était plus par rapport à l'interface, de 3 détails sur l'interface elle-même. Les moteurs, j'ai pas vu comment ils étaient couplés avec le... Enfin, j'ai pas vu le mécanisme exactement comment c'était fait. Alors, si je regarde ça. Donc, en fait, ici, on a deux robots Delta. Donc, un premier robot Delta qui est inversé donc avec cette plateforme là, en dessous, donc, qui est piloté par ces 3 moteurs, donc 1, 2 et 3 qui est derrière, on ne voit pas. Donc, c'est 3 moteurs qui sont couplés par une transmission à cabestan. Donc, en fait, c'est une transmission à câble. C'est des câbles
en textile hein, qui sont très peu flexibles, je vais y arriver, qui permettent de transmettre des efforts importants. C'est des câbles de parapente, en fait. Ok. Et donc, du coup, on a la transmission des efforts avec un rapport de transmission ici qui est un dixième sur l'ancienne interface de 1/16e, et qui est une transmission très transparente qui transmet l'effort à la jambe. Et donc, après, on a vraiment le comportement d'un robot Delta. Et sur cette interface-là, le deuxième robot Delta n'a que 2 jambes. Et donc, du coup, on a 2 moteurs par jambe, un pour piloter le premier degré de liberté, et un qui vient avec un deuxième mécanisme parallèle ici, piloter le deuxième degré de liberté. L'intérêt des câbles par rapport à un engrenage, par exemple, c'est quoi? C'est d'avoir... C'est le jeu par rapport à un engrenage. Dans un engrenage, on a des problèmes de jeu, des problèmes de flexibilité. Si je prends le transmission harmonique drive, on a des flexibilités importantes. Et ici, comme je veux que mon retour haptique soit précis et soit fidèle à ce que je ressens dans l'environnement du robot, j'ai besoin d'une transmission transparente. Surtout que là, je n'ai pas de capteur d'effort. Donc, je fais confiance à la transparence et à la modélisation de mon ensemble actionnement-transmission pour le pilotage effectif en effort de mon interface. Ok, ouais, je vois. Et merci beaucoup. Vincent, tu... Ouais. Je me posais la question, Margot, salut et merci pour la présentation, de l'importance d'avoir dans ton contrôleur un modèle couplé de ton ensemble humain-robot, en fait. Dans quelle mesure ça c'est un prérequis et comment est-ce que tu fais pour faire ça, si tu fais ça? Dans le contrôleur haptique? Oui, dans le contrôleur haptique ou de manière générale dans une boîte de commande qui va contrôler un robot qui lui-même est en train d'interagir avec un être humain qui a une certaine, lui-même une certaine politique de contrôle. Pour si je me dis, dans quelle mesure est-ce qu'un modèle, un modèle c'est au sens très large du terme, complet, est nécessaire pour pouvoir bien faire ça, quoi. Alors, je veux dire qu'il n'est pas nécessaire, du moins, alors, il y a pas mal de papiers dans la littérature sur la modélisation de l'humain, en tout cas côté haptique, et la prise en compte de ce modèle du bras humain, finalement, pour le contrôle de l'interface haptique. Le problème, c'est que cet humain-là, il varie, qui va interagir avec le robot ou avec l'interface haptique avec une raideur qui est très variable. Et donc, c'est difficile de baser son contrôleur sur la modélisation qu'on a de l'humain parce qu'elle est trop incertaine et elle varie trop en fonction de l'opérateur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de venir modéliser l'interaction attendue entre le robot et l'humain. Enfin, il me semble que, après, je ne suis pas 100% sûr, mais ce qui va m'intéresser, c'est vraiment de maîtriser un certain seuil, par exemple, d'effort, d'interaction qu'il peut y avoir entre mon interface haptique et mon humain, ou entre mon robot et l'environnement et l'humain, mais sans avoir le modèle complet de l'humain dans le contrôleur. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ce que tu dis, c'est que si déjà tu as une idée des capacités de ce que peut accepter l'humain, ou en tout cas d'une gamme, d'une zone de fonctionnement, c'est déjà un bon point de départ pour pouvoir c'est déjà designer un contrôleur, quoi. voilà, il me semble que c'est déjà pas suffisant, mais c'est déjà un bon point de départ, en effet. Et ça évite les problèmes d'incertitude de la modélisation. C'est vrai qu'il y a toute une partie de papier là, sur la modélisation de l'humain sur l'interface haptique qui serait hyper intéressant. Et si effectivement je connaissais par exemple la raideur avec laquelle je tiens mon interface haptique, ce serait beaucoup plus facile de venir régler mon contrôleur haptique et en tout cas de faire en sorte qu'il reste stable. Sauf que d'un opérateur à l'autre, ce modèle-là change tellement que c'est très difficile d'en tenir compte. Ok, merci. Et à bientôt. À plus. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Ok, c'est l'heure, hein, de toute façon. Je vais